Depuis quelques années déjà, l'intelligence artificielle s'est immiscée dans nos vies, souvent même sans que l'on ne s'en rende compte. Les recommandations en ligne, les assistants vocaux, les voitures autonomes, les diagnostics médicaux, les applications sont multiples. Les promesses sont immenses. Mais derrière ces avancées technologiques se cachent aussi des défis majeurs. Entre vie privée, éthique, emploi, désinformation ou les biais algorithmes, l'intelligence artificielle n'est pas neutre et son développement soulève des dilemmes cruciaux pour notre société. Et comme vous le savez tous et toutes, notre émission Les Jeunes en parlent aime souvent ces débats controversés. Lorsque nous parlons aujourd'hui de l'intelligence artificielle, nous tous nous savons qu'il y a des pour et qu'il y a des contre. On apprécie cela, on apprécie la facilité que cela apporte, mais au même moment on se pose la question cruciale. Que doit-on craindre? Et c'est la question à laquelle nous allons nous faire donc le plaisir de vous répondre durant ces quelques minutes dans votre émission préférée, l'émission Les Jeunes en parlent. Encore une fois, bonjour et merci de rester fidèle sur votre chaîne Santé SO Docteur TV. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui la chargée de la communication du Youth Panel Lomé, Madame Abdoulaye Farida. Bonjour Farida. Bonjour Dorcas. Comment ça va? Ah, ça va, on rend grâce. Je vais super bien aussi, mais si tu ne me demandes pas, c'est pas grave. C'est un plaisir pour moi de te recevoir sur le plateau. Je pense que c'est la première fois et je suis honorée. Merci beaucoup. Elle n'est pas seule, nous sommes également avec le président du conseil d'administration du Youth Panel Lomé, Monsieur Issaka Achirafou. Ça? Oui, c'est ça. Achirafou. Oui. On ne peut pas dire Achiraf simple. Que Achirafou. Le fou de là, ça veut dire quoi? Je ne sais vraiment pas. Ah bon? Vraiment pas. Mais attends, tu te fais appeler comment? Achiraf ou Achirafou? Non, généralement, les gens m'appellent Achiraf. Ah, ça, Achiraf, je les connais. intimes m'appellent H. Ça dépend. Ah, question d'intime. Oui, dans les intimes, tu t'appelles comment? Oh, Far. Rida, Ida. Ah, Multiple. okay. Ah, ok. Rida, Ida. Ouh, Seigneur. C'est moi, ça, j'ai pas de nom pour intime. De la faire. Alors, merci beaucoup aussi de vous joindre à nous pour qu'on puisse discuter de ce sujet. Alors, est-ce que avant cette émission, avant peut-être qu'on ne vous invite pour en parler ici, vous vous êtes déjà posé la question pour voir est-ce qu'au-delà des multiples fonctionnalités que l'intelligence artificielle nous pose, il faut quand même qu'on réfléchisse pour voir quelque chose. On dit souvent que il y a toujours un revers qui est là. Est-ce que vous avez déjà posé la question? Oui, absolument. Il faut dire que j'ai eu la chance de commencer avec l'intelligence artificielle très tôt. Okay. Et j'ai découvert ses avantages qui sont assez incroyables. Et surtout la vitesse fulgurante à laquelle cette intelligence artificielle évolue. Mais j'ai eu également l'occasion d'analyser et de me rendre compte qu'il y a vraiment des revers qui, si en tout cas on ne met pas des garde-fous à son utilisation, peuvent entraîner des conséquences assez désastreuses. Et donc, j'ai en tout cas tout le temps que j'utilise l'intelligence artificielle, je prends soin de vérifier, de faire des recoupements et tout, pour en tout cas éviter de tomber dans des travers et d'arriver à ces biais-là. Ok. Ouais. Vous avez dit que vous avez commencé tôt. Ça fait combien d'années déjà? Il faut dire que je suis un peu un utilisateur, je dirais, aguerri des outils informatiques et tout. Et donc, à l'avènement de l'intelligence artificielle, il y a eu cet enthousiasme-là, excusez-moi, cet engouement-là. Et j'ai été également pris dedans. Et déjà, je dirais, en 2015, déjà, je pense que j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire d'intelligence artificielle. Wow. Et nous voilà déjà. C'est super. En 2025. Ça fait pratiquement 10 ans, une décennie. Ouais. Donc tu pourrais aussi dire qu'en notre temps. Alors Farida, et toi, est-ce que c'est une question que tu t'es déjà posée? Bon, personnellement, moi je vis, je mange, je vois l'intelligence artificielle puisque je suis dans le domaine. Je vais bientôt entamer mon master en intelligence artificielle. Puisque j'ai déjà... Félicitations. Merci. Donc, pour le vivre en temps et en heure, je peux dire qu'on se pose avec mon entourage d'intelligence artificielle. On se pose souvent les questions comment l'intelligence artificielle peut être utile, les limites, les biais, comment optimiser son utilisation, comment faire comprendre, puisque on en parle, mais à l'heure actuelle, c'est pas encore son importance, son influence, n'est pas encore si grand pour la population quand même togolaise.
Ok, donc ça veut dire qu'il y a encore de nouvelles fonctionnalités qu'on ne connaît pas encore. Tellement, plein. Waouh. Mais est-ce que ça vous fait peur à quelque part? Oui, ça nous fait peur. Puisque les jeunes parlent de science-fiction, ouais, en mode Terminator. Le monde de demain sera contrôlé par la machine et tout. Est-ce réel? Est-ce faux? Il y a plusieurs spécialistes qui en parlent, qui débattent sur ce thème chaque jour, chaque heure. Et je peux dire vraiment, c'est une question de responsabilité quand même, responsabilité humaine, pour savoir utiliser l'intelligence artificielle pour de bons. C'est très important. Pour mieux l'utiliser, on vous a parlé de question d'utilisation optimale, c'est très important. Alors, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, déjà, lorsqu'on va donner peut-être le micro aux citoyens lambda, il va nous dire ChatGPT. Pour ceux qui en connaissent, peut-être on va peut-être parler de Gemini ou de, je ne sais pas, beaucoup de choses, des petites applications qu'on connaît comme ça. Est-ce que ça se limite à ça lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle? Non, pas vraiment. En fait, l'intelligence artificielle, c'est cette capacité qui est donnée à une machine d'exécuter des tâches qui sont généralement ou bien habituellement associées à l'intelligence humaine. Et donc, il y a beaucoup d'intelligence artificielle, en tout cas des outils d'intelligence artificielle qui existent. On peut déjà prendre par exemple, quand j'écoute de la musique sur, je ne sais pas, Spotify ou bien Deezer, et que l'application me suggère des écoutes ou bien de la musique selon mes goûts, ou bien quand je regarde une vidéo sur YouTube et que YouTube me suggère des vidéos que je dois suivre, ça déjà c'est de l'intelligence artificielle. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Et récemment, j'ai eu la chance de découvrir une nouvelle intelligence artificielle qui est apparue et qui est en train de bluffer un peu tout le monde. C'est Sora 2. Et c'est une intelligence artificielle qui est beaucoup plus générative et qui produit des vidéos. Et les vidéos sont tellement réalistes que c'est difficile en fait de faire la part entre une vidéo réelle et une vidéo qui a été produite par l'intelligence artificielle. C'est pour dire que la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle est en train d'évoluer, c'est incroyable, c'est incroyable. Et donc, il y a des intelligences artificielles, que ce soit dans le domaine de la production de textes. ChatGPT, par exemple, est un spécialiste dans ça, de la génération d'images, de la génération de vidéos, de la suggestion selon les goûts, selon les préférences et tout ça. Et également, il y a des intelligences artificielles qui opèrent dans des domaines médicaux, dans des domaines agriculturels, selon plusieurs domaines en fait. Et il faut dire que c'est un domaine assez vaste, c'est un océan. Et on n'a pas vraiment l'occasion, en tout cas on n'a pas encore l'opportunité de vraiment le boire. Voilà. On ne peut même pas nager d'abord. Est-ce que vous pensez que tous les domaines sont influencés ou influençables par l'intelligence artificielle? Ou est-ce qu'il y a des domaines ou des secteurs d'activité qui peuvent être exemptés? Bon, déjà l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est une machine qui pense. Une machine qui pense. Donc, oui, tous les domaines sont influencés. Déjà même, aujourd'hui, quand vous allez sur TikTok, on voit les personnes qui, en mode shooting photo, mais version IA avec Gemini et tout ça là. Donc, voilà, un domaine qui est influencé. La médecine, le transport, la finance. En fait, tous les domaines sont influencés et influençables par l'IA. Et je reviens sur ce point. C'est la manière dont on l'utilise qui est le plus important. D'accord. Donc, ça veut dire que même la dame qui vend au marché peut utiliser l'intelligence artificielle. Elle peut l'utiliser pour optimiser ses ventes. En faisant quoi, par exemple? Elle peut voir quel produit est le plus vendu à quelle période de l'année et pouvoir ainsi même les ventes. Tout dernièrement, on pensait à une intelligence artificielle qui permettrait aux bonnes dames du marché, etc., de pouvoir optimiser le stockage de leurs ventes, etc., avec l'intelligence artificielle. Donc, plus besoin de se perdre la tête, se casser la tête que mon stock, combien me reste de spaghettis dans mon stock, combien j'ai généré aujourd'hui, etc. Tout sera automatisé et vraiment simple. Et même avec la voix. Avec la voix, vraiment. Maintenant, la question que l'on se pose aujourd'hui, pourquoi tout le monde est fasciné par l'intelligence artificielle? Ouais, il faut dire que tout le monde est fasciné parce que c'est une révolution. Et surtout les jeunes. Les jeunes, par définition, c'est des gens qui sont tournés vers l'avenir,
qui aiment ce qui est bling bling et tout ce qui est innovation. Et donc, cet aspect de l'intelligence artificielle fascine beaucoup de personnes. Et cette facilité qu'elle nous donne de pouvoir, en tout cas, faciliter voilà, notre façon de travailler, notre façon de penser, notre façon d'agir, c'est un acquis que les gens voient dans l'intelligence artificielle. Et en plus de cela, il faut dire que l'intelligence artificielle donne cette possibilité aux gens de créer. C'est comme les Anglais disent un blanc canvas. C'est une feuille vierge. Et les gens voient en fait la possibilité de créer des choses qui n'ont pas encore été pensées. Il y a des opportunités incroyables, des opportunités incroyables qui sont à portée de main. Et il suffit de les saisir en fait. Et donc c'est l'intelligence artificielle qui permet cela, en tout cas de nos jours. D'accord, je vois. La question que l'on se pose, comment cela marche? Est-ce des humains qui conçoivent, qui réfléchissent, qui pensent et qui se disent que voilà, pour faire quelque chose qu'on fait déjà, on peut mettre une application pour le faire? Et comment aussi ces questions de préférence, de goût, il y a des fois, tu penses à quelqu'un, tu n'as même pas dit ça à ton téléphone, mais quand tu rentres sur Facebook, on te propose la personne en termes de demande d'invitation, demande d'amis, etc. Et tout. Et ça veut dire que ça lie aussi dans nos pensées. On a envie de comprendre comment ça fonctionne. Ok, donc l'IA est basée sur les données. Comme l'avait dit Ashraf, tout ce que vous faites sur l'Internet, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous préférez regarder, tout ça là, l'IA en fait récupère toutes ces données et entraîne, en fait c'est un modèle qui tourne derrière. Et le modèle marche, voit les tendances, ce que vous regardez le plus, ce que vous aimez et tout, et vous le propose. En fait, c'est ça en fait derrière l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle se base sur les données. Les données que nous lui donnons. Que vous lui donnez. Ok. Maintenant, expliquez-nous comment cela se fait, que des choses auxquelles on prend nos téléphones et on tombe sur ça. Oui, comme elle l'a si bien dit, en fait, les données, l'IA est entraînée avec des données, des milliers, des millions de données. Et ce n'est pas seulement ça. L'IA est ouverte à apprendre. C'est comme, prenons l'exemple d'un élève super intelligent. C'est un élève qui observe et qui voit, ah, telle personne fait ci, telle personne fait ça, telle personne aime ci, telle personne aime ça. Et donc, à chaque fois qu'elle voit ça, elle emmagasine l'information. Et elle attend à ce qu'il y ait, que la personne fasse appel à ça ou bien qu'il y ait un déclencheur et puis, paf, elle reçoit l'information qu'elle a emmagasinée. Et elle apprend de façon autonome et de façon continuelle. Donc, à chaque fois que vous intégrez, à chaque fois que vous changez peut-être de goût, de préférence, elle suit. Parce qu'elle est préparée à apprendre en fait. On l'a entraînée à apprendre tout au long et elle est programmée pour le faire. Mais ça, c'est des humains aussi qui l'ont fait. Absolument. C'est des humains. Et sans couper Ashraf, moi-même je l'ai constaté au début quand ChatGPT est sorti pour la première fois, j'avais eu à lui poser une question très simple. Qui sont les tout fans? Bon, pour lui, c'était pas un groupe. Il parlait même carrément d'influenceurs, etc. Donc, mais aujourd'hui, quand tu poses la question à ChatGPT pour savoir c'est qui les tout fans, il sait tout en fait. Même les tubes, etc. qu'ils ont sortis, rien n'est plus caché pour ChatGPT. Donc, vraiment, Chat apprend de manière continue. Donc, c'est ça l'intelligence artificielle en fait. Apprendre, agir, prendre des décisions. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous faites une analyse complète de la manière dont nous les jeunes Togolais, nous utilisons ChatGPT, est-ce que vous pensez qu'on exploite réellement son potentiel? Ou quels sont les penchants qui intéressent beaucoup plus les jeunes dans l'utilisation de cette intelligence artificielle? Il faut dire que jusqu'ici, on utilise, bon, en tout cas c'est un avis personnel, j'ai l'impression qu'on utilise beaucoup plus ChatGPT à peut-être 10 ou 15% de son potentiel. Et les spécialistes, en tout cas les experts, la majorité des experts, utilisent beaucoup plus ChatGPT pour coder. Parce que c'est de là que ça part en fait. Il faut d'abord coder pour pouvoir créer tout ce qu'on appelle l'intelligence et tout ça. Et donc c'est de là que ça part. Et ChatGPT, c'est un outil formidable quand il s'agit de coder, quand il s'agit de faire de la programmation et tout ça. Alors que nous sommes plus tournés vers la génération d'images, comment est-ce qu'on peut ajouter des filtres à nos images, à nos photos, comment est-ce qu'on peut les transformer en cartoon, tout ça. Comment est-ce qu'on peut générer peut-être des CV
créer des lettres de recommandation alors qu'il y a beaucoup plus derrière. Il y a beaucoup plus derrière. On peut utiliser ChatGPT pour trier des données, pour faire beaucoup de choses en fait. Et nous sommes un peu limités par notre façon de voir en fait le monde. Et donc, il y a nécessité qu'on se tourne un peu plus vers l'aspect code et programmation de ChatGPT. En fait, ChatGPT facilite cela. Et d'ailleurs, même, il y a des gens qui utilisent ChatGPT pour apprendre de nouvelles choses. Tu as la possibilité, par exemple, de demander à Chat de t'expliquer un concept qui est assez complexe dans un langage d'enfant. Tu peux lui dire que non, je veux que tu m'expliques tel concept comme si j'avais 5 ans. ChatGPT en est capable. Et c'est vraiment beaucoup de choses que ChatGPT peut faire, mais si on veut vraiment pouvoir l'utiliser à son plein potentiel, il faut s'informer, il faut apprendre, il faut s'éduquer, tout ça. Ce qu'on ne maîtrise pas, il faut chercher l'information en fait. Oui, mais ça veut dire que ce sont des personnes qui derrière lui ont donné les résultats de toutes les questions qu'on lui pose. Oui, en fait, disons qu'on a mobilisé toutes les informations qu'il y a sur Internet. Ok. Et comme l'avait si bien dit Farida, il fut un moment où quand tu posais une question à ChatGPT, il n'avait pas la réponse. Parce que je pense que la limite s'était posée au niveau de l'information qu'elle a reçue. En tout cas, c'était limité vers juillet 2022, je pense. Mais tout récemment, on a associé l'Internet en entier, en tout cas le navigateur, que ce soit Google, les informations sur Google, tout ça, on a associé ça à ChatGPT. Vous allez constater qu'il y a une icône qui apparaît maintenant où vous avez accès à un browser ou bien un navigateur, si je peux le dire ainsi. Et dès que vous cliquez dessus, plutôt que d'aller dans sa base de données pour aller chercher l'information, ChatGPT fait plutôt appel à des sites comme Google, des sites comme Bing, etc., pour mobiliser l'information et vous répondre de façon précisée. En un temps record aussi, Voilà, il fait tout ça en un temps record. Wow. Si aujourd'hui, lorsque vous analysez surtout aussi la situation et la nécessité, quel est le besoin qu'on a, que peut-être la jeunesse togolaise pourrait utiliser ChatGPT pour pouvoir répondre? Est-ce qu'il y a un défi particulier que vous pensez qu'avec l'aide de ChatGPT, on pourrait peut-être améliorer cela? Lorsqu'on prend les jeunes, surtout en termes de recherche d'emploi, comment ChatGPT peut aider au-delà de générer la lettre de motivation, de générer le CV que les recruteurs ne veulent plus? Parce qu'apparemment, il y a encore des applications qui peuvent dire que ça, là, c'est 100% ChatGPT made. Donc, eux aussi ne veulent plus. Comment, en vrai, cela peut nous aider, au-delà de générer des photos, des vidéos pour le divertissement? Comment cela peut nous aider aussi sur le plan professionnel? Ok, déjà, on ne dit pas de copier et coller ce que l'IA vous génère pour travailler. En fait, l'idée, c'est de s'inspirer de ce que l'IA vous propose pour pouvoir travailler. Quand vous parlez des lettres de recommandation, vous dites, voilà, le travail auquel vous postulez, comment vous voulez que ce CV ou cette lettre de recommandation soit. Quand elle vous génère, prenez le temps de la lire et faites les modifications selon votre goût et votre choix. Et voilà, en fait, l'IA permet de gagner en temps. Ne prenez pas l'IA pour devenir, disons, votre maître en fait. Prenez l'IA, travaillez en collaboration avec elle. Si on prend même le domaine de l'éducation, comme Ashraf parlait tout de suite, en fait, l'IA devient votre professeur personnel en fait. Donc, elle peut vous expliquer de manière tellement simple une notion que vous ne maîtrisez pas assez bien, jusqu'à ce que vous la compreniez. Il y a d'autres domaines, par exemple le marketing. Lorsque vous voulez créer, je ne sais pas, peut-être une société, une marque, etc. Vous ne savez pas où commencer, où terminer. ChatGPT vous donne des idées, permet même de vous faire une stratégie financière, marketing, etc. pour pouvoir mieux cibler votre véritable objectif en fait. Donc vraiment, l'IA est vraiment importante, mais vraiment, ça sera une question d'utilisation en fait. De savoir bien l'utiliser surtout. Maintenant, est-ce que tout le monde comprend comment cela fonctionne? Il faut dire que tout le monde ne comprend pas et ce n'est pas obligatoire non plus. Il faut dire qu'on n'a pas vraiment besoin de comprendre totalement l'IA avant de pouvoir l'utiliser. C'est comme une voiture, on n'a pas besoin d'être mécanicien avant de pouvoir conduire une voiture, bien évidemment. Mais il faut un permis. Et donc, l'utilisation de l'IA, c'est vrai qu'il ne faut pas, on n'a pas besoin de le comprendre totalement
pour pouvoir l'utiliser, mais il faut aussi savoir qu'il faut des balises qui nous empêchent de les utiliser de façon inappropriée et tout. Sinon, en soi, on n'a pas vraiment besoin de comprendre totalement l'IA avant de pouvoir l'utiliser. On peut l'utiliser de façon profane et tout, quoi. D'accord. Et en parlant de ce permis, qui est censé donner cela? Est-ce que lorsqu'on rentre sur l'application en premier, il y a une notice, il y a peut-être des informations générales pour savoir comment bien l'utiliser? Oui, il faut dire que ceux qui conçoivent en tout cas ces IA-là, c'est des gens qui, en tout cas, analysent et qui ont, en tout cas, je dirais leurs a priori, c'est des gens qui sont assez fermés par rapport à la concurrence, en tout cas, par rapport aux critères de concurrence, puisqu'ils sont obligés de protéger, en tout cas, leur projet ou bien leur idée. Et donc, c'est assez opaque. C'est assez opaque. Il n'y a pas suffisamment d'informations qui est laissée pour le... D'ailleurs, même les experts qualifient souvent certaines IA de boîtes noires parce qu'elles sont assez opaques. Elles ne fournissent pas vraiment l'information. C'est comme si on demandait à une IA de donner une information, on pose une question à l'IA et elle donne une réponse. Mais le trajet de la question jusqu'à la réponse, on ne sait pas comment ça s'est fait, on ne sait pas sur quelle base l'IA s'est donnée. C'est sur quelle base l'IA s'est posée pour donner cette réponse-là. Et donc, c'est des aspects vraiment cruciaux qu'on prend en compte. Mais il faut dire que les concepteurs, en tout cas les concepteurs ne sont pas vraiment, en tout cas pas tous, pas tous ne sont pas vraiment ouverts à cet état de fait. Et donc la régulation revient maintenant aux autorités, au gouvernement. C'est au gouvernement maintenant de mettre les lignes rouges que les IA ne doivent pas dépasser, tout en prenant soin d'éviter de tuer l'innovation. Oui. Donc il faut mettre des balises, mais en prenant soin de ne pas tuer l'innovation, puisque l'IA se nourrit de l'innovation. Et donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est très important. On a parlé bien évidemment des jeunes et comment l'IA peut les aider, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau aussi de la préparation, au niveau de la recherche de l'emploi. Mais il y a également un sujet que vous avez abordé, c'est le fait que l'IA permet peut-être à un élève ou un étudiant de comprendre de façon simple une notion qui est assez complexe. Est-ce que vous pensez que cela le rend paresseux? C'est-à-dire avant, lorsque j'ai envie de comprendre un concept, il faut peut-être que je fasse des recherches livresques, il faut peut-être que j'aille sur Internet, il faut utiliser plusieurs sources à la fois. Aujourd'hui, grâce à IA, je tape la question et puis on me présente un résumé assez succinct. Je peux peut-être demander de l'avoir en 5 lignes ou en 6 phrases. Ça veut dire, comme c'est pour Ashraf qui revenait là-dessus, on ne connaît pas le processus. Est-ce que cela nous rend paresseux en quelque sorte? En vrai, cela ne nous rend pas paresseux du tout parce que l'IA en soi, c'est déjà une recherche. Aller dire ChatGPT, taper, l'interface apparaît et rechercher ce que tu veux en vrai, c'est pas encore la paresse en soi. Je reviens vraiment sur cette question de savoir utiliser les IA en fait. Quand tu l'utilises pour comprendre, c'est mieux. Mais quand tu l'utilises pour peut-être, prenons par exemple, un professeur vous donne des exercices à faire à la maison, tu rentres à la maison, tu lui donnes, ok, chat, les gens l'appellent Tchalé, mon ami, ils ont donné même des noms. Chati, vraiment. C'est lui qui l'appelle Chati, que Chati mon bébé. Jusqu'à Chat est devenu les confidents des gens. Hein. Donc quand vous allez vous dire que, ok, chat, voilà l'exercice, traite-moi ça. Et vous ne cherchez pas à comprendre derrière le fonctionnement. C'est là que ça pose le problème. Mais si vous l'utilisez pour mieux comprendre un concept, là, je ne vois pas le problème. Parce que de la même manière, vous allez sur chat pour comprendre. C'est de la même manière, vous allez sur les autres sites, etc. pour comprendre. C'est juste que là, c'est centralisé, c'est optimal et c'est facile pour vous d'apprendre et de mieux comprendre. Et surtout rapide. Voilà, exactement. Donc, moi aussi, vous partagez la vie, ça ne rend pas paresseux. Non, pas vraiment. Il faut dire que les intelligences artificielles, c'est des outils qui sont à notre portée et c'est des outils qui sont à notre image. Et si, en tout cas, ça ne rend pas paresseux. Je pense que ça ne rend pas paresseux parce que déjà, le fait d'aller, comme elle l'a dit, le fait d'aller chercher l'information, d'aller à l'information et tout, c'est une étape plutôt et c'est un processus. On apprend de ça. Maintenant, si vous allez sur l'intelligence artificielle et que vous ne faites pas l'effort d'esprit critique, vous ne faites pas l'effort d'esprit critique, il y a le risque que vous perdiez des compétences assez essentielles telles que la résolution de problèmes, la créativité et tout ça.
Et donc, il faut pouvoir faire un effort supplémentaire, même quand l'intelligence artificielle nous donne l'information sur un plateau d'argent. Il faut pouvoir faire l'effort d'analyser, d'avoir cet esprit critique, de se poser les questions, de se demander, ah, est-ce que ici, là, c'est vrai? Parce que il faut dire que les informations que Chat donne de façon optimale, c'est vrai que c'est plutôt juste. Mais il arrive des moments où Chat s'en mêle les pattes, où il hallucine, il crée des données. Et quand il est confronté à des situations inédites, il commence par halluciner, par paniquer et tout. Et donc tout ça, il faut prendre ça en compte. Il faut savoir que ce n'est pas forcément toutes les informations que Chat nous fournit qui sont des informations avérées. Et maintenant, de l'autre côté, est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui est prête à faire cet effort supplémentaire-là? J'avoue que lorsqu'on tape et qu'on nous donne, est-ce qu'on lui demande encore de vérifier, on part chercher, on cherche à comprendre le process, est-ce qu'on est prêt à ça? C'est compliqué de le dire. Tout dépendra de la volonté de la jeunesse. Donc, ChatGPT, lui, il est là. Il n'attend que vous. Mais si vous décidez de l'utiliser de la mauvaise manière, elle vous entraîne dans l'abysse. Mais si vous l'utilisez pour des choses plus utiles, des choses concrètes, alors l'évolution va de soi. Ça, c'est vrai quand même. Et maintenant, de l'autre côté aussi, on se pose aussi des questions par rapport à la créativité de la jeunesse. Avant, c'était beaucoup plus facile lorsque la personne, on imagine, on conçoit quelque chose et on voit le génie créateur, cette touche particulière-là que tout le monde a en lui. Aujourd'hui, c'est facile avec Chat de générer une affiche. Est-ce que de l'autre côté, on n'a pas aussi peur de perdre cette créativité-là de la jeunesse? Bien sûr, bien sûr. Il faut dire que ce génie-là, c'est ce génie-là d'ailleurs qui nous caractérise en tant qu'humains. En dehors de l'intelligence artificielle, l'intelligence la plus précieuse reste l'intelligence humaine qui est consciente et responsable d'ailleurs. Et ce génie créatif-là, il devrait normalement être accompagné de l'intelligence artificielle. Je voudrais rebondir par rapport à ce que disait Farida. Il faut dire que les intelligences artificielles, c'est des amplificateurs. Si vous êtes un paresseux, c'est clair que l'intelligence artificielle va faire de vous un paresseux. Encore plus un paresseux. Parce que ce que vous faites, c'est ça, c'est sur cette base que lui aussi, il va fonctionner en fait. Si vous aviez l'habitude de travailler de façon paresseuse, forcément, vous n'aurez pas à vérifier les informations qu'elle vous fournit, que l'intelligence artificielle vous fournit et tout ça. Et donc, c'est un peu ça, c'est un amplificateur. Donc, je pense que c'est ça. D'accord, d'accord. On espère vraiment que chaque jeune saura utiliser à bon escient ChatGPT sans pouvoir occulter son génie créateur, sa créativité, son innovation et tout. On va revenir également sur le domaine de la santé. Aujourd'hui, avec Chat, c'est bien vrai qu'avant, les gens étaient beaucoup plus hâte à aller taper, voilà, j'ai tel symptôme, je fais quoi, je fais ci. Et avec Chat aussi, au-delà même de te faire poser un diagnostic, il y a des personnes qui me parlent des questions des robots qui peuvent opérer sans assistante humaine. Quelle est votre lecture de la chose? Est-ce que vous vous laisserez opérer par un robot sans qu'il y ait d'humain dans la salle opératoire? Est-ce que je me laisserai opérer sans avoir une présence humaine? La question, est-ce que je verrai même la personne qui m'opère déjà? Telle est la question. Mais en vrai, je pense que l'IA doit compléter en fait l'humain. L'IA peut lui donner un diagnostic, etc. et même soigner, etc. l'humain. Mais derrière, qui justifie? Qui dit que voilà l'information que ce que Chat est en train de faire, c'est vrai? C'est l'humain qui a créé Chat. Donc, je pense qu'il faut vraiment une assistance à l'IA. Sinon, dans le domaine de la santé, l'IA fait des merveilles qu'on reconnaît aujourd'hui. Même dans ce mois où on mène cette merveilleuse lutte qui est la lutte contre le cancer de sang, l'IA permet de détecter vraiment les cas de personnes qui sont atteintes de cancer de sang, et même pendant la COVID-19, etc. L'IA était vraiment un acteur clé dans les vaccins, pour pouvoir créer les vaccins, etc. Donc, vraiment, l'IA fait de belles choses, de merveilleuses choses. Ça, on n'en disconvient pas. Mais maintenant, ça sera une question, comme je le dis, de responsabilité et d'utilisation. Qu'est-ce que vous utilisez l'IA pour faire?
Elle n'a pas répondu à la question. Je te la repose. Tu te laisserais opérer par une machine sans qu'il y ait de médecin à l'intérieur, sans qu'il y ait de chirurgien à l'intérieur. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas répondu à ma question que vous n'avez pas donné une très belle réponse. C'était une super réponse, j'ai aimé. Déjà, moi, personnellement, je suis de ceux qui pensent que l'IA, c'est vrai que l'IA est formidable et tout, mais l'humain doit rester au centre. Ok. Et me laisser opérer par une IA, je pense que non. Parce que d'ores et déjà, je me dis, si, par exemple, au cours de l'opération, il survenait ou bien il y avait un problème, qui serait responsable? C'est vrai qu'on parle d'IA, on parle d'innovation et tout ça, mais jusque-là, on n'a pas vraiment pensé à cette question de responsabilité. C'est vrai qu'on peut faire confiance à l'IA, mais la confiance requiert en tout cas la responsabilité. Est-ce que quand il y aura un problème, est-ce que l'IA va prendre... L'IA déjà ne peut même pas prendre le blâme puisque c'est une machine. Elle n'a pas de conscience. Une machine n'est pas ricochée, elle n'a pas de conscience. Et donc, qui prendra la responsabilité de tout ça? Et donc, si c'est une personne humaine, en tout cas, qui doit prendre la responsabilité, ça voudrait dire que cette personne a le devoir, en fait, de suivre l'IA. Et moi, je pense que quand il s'agit de tâches assez critiques, comme opérer une personne, c'est une question de vie ou de mort, ça devrait être dévolu à un être humain de faire la part des choses, de savoir ce que l'IA a comme de positif, voilà, de positif, et de faire un rapprochement selon l'expérience de la personne et selon le domaine dans lequel la personne opère, pour savoir est-ce que cette information-là, est-ce que je la traite telle que l'IA me l'a donnée ou bien je fais appel à ma propre personne, à mon empathie et tout ça pour pouvoir le faire. Et je pense que même si la machine opère, ça sera toujours intéressant d'avoir un être humain qui veille. En cas où on ne sait jamais, imagine peut-être il y a des lestages. Alors que le chirurgien, lui, il est dans un avion quelque part, il est en train de gérer. Je pense quand même que dans tous les domaines, comme vous l'avez dit, il faut qu'il y ait l'humain qui regarde, qui vérifie. Voilà, qui vérifie. Parce qu'on dit souvent que la confiance n'exclut pas le contrôle. Alors aujourd'hui, on se pose aussi la question, surtout nous les jeunes, c'est d'arriver dans un monde où les emplois, les études que nous faisons aujourd'hui ne nous permettent plus de trouver des emplois. Parce qu'on dit souvent qu'on sera remplacé par les machines, que ce soit des questions de tâches, qu'ils vont faire tout, ils vont servir, on n'aura plus de serveurs, on n'aura plus des personnes, des caissiers, on n'aura plus de secrétaires, on n'aura plus tout ça. Je pense même actuellement, les graphistes n'ont plus à manger comme avant, parce que c'est facile même de générer des affiches. Est-ce que vous aussi, vous craignez cela? Ou bon, vous dites que comme je suis dans le domaine de l'IA, je serai la bosse en train de gérer ça. Maintenant, pour vos pairs, est-ce que vous craignez vraiment qu'on arrive dans ce monde où la main-d'œuvre humaine ne sera plus valorisée? Effectivement, déjà, on peut constater qu'actuellement dans le monde, et les chiffres sont en train de grimper, que des centaines de milliers de personnes sont déjà remplacées. Bon, ils sont licenciés. Pourquoi? À cause de l'IA, parce que l'IA permet d'automatiser les tâches, comme on le dit. Mais je pense que la vraie question, ça serait vraiment peut-être, est-ce que l'IA pourrait remplacer l'humain? C'est vrai, mais je pense que non. L'IA ne pourra jamais remplacer l'humain, qu'on le veuille ou pas. Déjà, parce que l'IA, certes, elle permet de prendre les décisions, etc. Mais le reste, derrière, qui va le faire? C'est l'humain. Même quand on parle des graphistes qui vont perdre leur boulot, etc. C'est vrai, leurs tâches vont peut-être diminuer. Ou même, c'est le moment même de se reconcentrer vers d'autres perspectives et tâches. Mais qu'on le veut ou non, il y aura toujours les graphistes, les caméramans, les photographes. Dans les mariages, par exemple, tu ne peux pas dire, ah, ok, je suis dans le mariage, prends-moi photo. Ouais. Les gens font ça, non? Que habille-moi comme une mariée. Oui, mais ou je ne sais pas. On sait directement que, de manière visuelle, que tu n'étais pas dans ce mariage, par exemple. Donc, je pense que, voilà, c'est ça quand même. Est-ce que vous craignez par rapport à l'employabilité, etc. et tout? Il faut dire que il faut relativiser en fait. Moi personnellement, je pense que c'est vrai que beaucoup de métiers vont disparaître, beaucoup de métiers vont disparaître, mais de la même façon, il y aura des métiers qui seront transformés et il y aura de nouveaux métiers qui vont apparaître. Le risque, en tout cas le défi pour nous les jeunes maintenant, c'est de prendre le train en marche, c'est de s'adapter.
on a un certain retard par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je ne dis pas qu'il s'agit d'aller sur ChatGPT, non, il ne s'agit pas seulement de ça. Il s'agit de pouvoir créer nous-mêmes nos propres intelligences artificielles, des intelligences artificielles qui sont adaptées à nos réalités africaines, qui comprennent nos contextes, qui répondent aux besoins de nos populations. Et donc, ces intelligences artificielles-là, c'est elles qui doivent être notre priorité à nous, les jeunes d'aujourd'hui. Et donc, il y a nécessité pour nous de nous former sur en tout cas la programmation, les métiers digitaux de base, d'avoir des informations assez claires sur le code, comme je l'avais dit tantôt, la programmation et tout ça, pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on crée une IA, comment est-ce qu'on incorpore les données pour que l'IA puisse répondre de façon favorable aux données qu'on lui a incorporées. Et donc, il y a nécessité en fait de voir tous ces aspects-là. Et donc, si on prend en compte cet aspect-là, je pense qu'on aura l'occasion en tout cas de créer des entreprises, des startups là, qui vraiment créeront de la richesse, non seulement de la richesse, mais répondront aux besoins des populations. Et donc, pour finir, je dirais que c'est vrai qu'il y aura des métiers qui vont disparaître, mais est-ce que ça voudra dire qu'il faudra aller se coucher et, comme on dit déjà, pleurnicher parce que tel métier a disparu? Non, il faudra s'adapter. Le tout, c'est de pouvoir s'adapter. Et je tiens à souligner aussi le fait que actuellement, ou en tout cas dans le futur, le risque qu'il y a, c'est qu'il y aura des personnes qui maîtrisent l'IA et il y aura des personnes qui cherchent encore à essayer de colmater les brèches et tout. Et c'est en tout cas ces deux catégories de personnes qu'il y aura plus tard. Et donc il y a nécessité de prendre le train en marche le plus tôt possible. Et de choisir sa catégorie, c'est très très important. Absolument. Et aujourd'hui, quels sont les dangers que représente l'intelligence artificielle pour notre humanité? Déjà la dépendance, je dirais, la dépendance entre l'humain et le robot, parce que comme je l'avais dit plus tôt, aujourd'hui, ChatGPT est devenu l'ami, le confident, le mieux même adapté, parce que déjà même en Afrique, même si on ne le dit pas, la jeunesse d'aujourd'hui souffre beaucoup, surtout de dépression, hein. Mais en Afrique, on ne connaît pas ce qu'on appelle des dépressions. Nos parents même vont nous taper ici dans ce pays à cause de ça. Donc je dirais que c'est dangereux, c'est très dangereux si l'être humain s'attache à la machine. Il y a eu des cas comme ça, par exemple, aux États-Unis tout dernièrement, un jeune de 14 ans, 16 ans, qui a été tué à cause de... Il s'est suicidé en fait, à cause de l'attachement qu'il avait eu pour un chatbot, je pense, d'un film de Game of Thrones. Voilà, d'un personnage de Game of Thrones qui était un chatbot en fait. Donc, ils ont commencé par avoir des relations comme tout être humain. Et l'IA a conseillé aux jeunes là de le rejoindre. Pour le jeune, c'était quoi? C'était le paradis, l'autre monde dans lequel ce chatbot se trouvait. Donc, il s'est suicidé. Donc, ah bon, donc c'est l'IA qui l'a dit de se suicider? L'IA qui l'a dit de se suicider. Waouh. Qui l'a poussé quand même au suicide. Et vraiment, c'est des cas qu'on retrouve aujourd'hui. Il y a un autre cas aussi, je pense tout dernièrement aussi en Californie, oui, par rapport à ça. Jusqu'à même les parents ont porté plainte contre l'OpenAI, qui est la compagnie qui a créé ChatGPT. Donc, c'est vraiment important quand même de savoir, déjà de montrer aux jeunes comment l'utiliser. Qu'on le veuille ou pas, l'IA, c'est tous les jours, c'est dans nos quotidiens. Donc, vraiment, ça serait de savoir comment... Je reviens sur ce point, l'utilisation de l'IA. Même ChatGPT, tout dernièrement, veut imposer le contrôle parental. Parce que c'est vraiment un sujet assez choquant, qu'on le veuille ou pas. À part ça également, je vais rebondir sur la question des emplois. Comme on le dit, ChatGPT va supprimer des emplois, etc. et tout. Qu'on le veuille ou pas, on doit s'y faire. C'est la révolution je parle de révolution d'usage des intelligences artificielles et non la révolution de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle existait depuis longtemps. Même en 1900, on parlait déjà de l'intelligence artificielle. Donc vraiment, c'est les gros points concernant les dangers quand même en termes d'intelligence artificielle qu'on a actuellement.
Maintenant, je pense que vous avez soulevé une question que Ashraf avait abordée au départ, c'est la question de responsabilité. Maintenant, lorsque l'IA commet une erreur, comme par exemple les discussions qui ont poussé le jeune là à se suicider, et qu'il parte peut-être attaquer l'institution, peut-être la structure qui a mis en place, lorsqu'on va à la justice, c'est qui on punit? Est-ce que c'est les concepteurs? Est-ce que c'est le directeur? Qui est dans, je ne sais pas, qui est le coupable, qui est l'accusé? Voilà, il faut dire que la fulgurance de l'avènement des intelligences artificielles ne nous ont pas laissé l'opportunité de réfléchir à ces aspects juridiques-là. C'est un désert actuellement, c'est un désert juridique qu'il y a en termes de l'IA. En tout cas, dans certains pays, il faut dire que l'IA, c'est une machine, elle n'a pas de conscience, et donc la responsabilité. Il faut qu'il y ait une chaîne de responsabilité humaine. Je précise, une chaîne de responsabilité humaine. Que ce soit les concepteurs qui, malgré la défaillance, peut-être qu'ils étaient au courant de la défaillance, mais ils ont quand même laissé l'IA être opérationnelle. Les concepteurs, je dirais peut-être l'entreprise qui l'a déployé sans vérifier ces défaillances-là, et peut-être l'utilisateur qui l'a utilisé de manière inappropriée. Il faut que ces trois entités-là, en tout cas, soient responsabilisées voilà, à un niveau ou à un autre. Et donc, la machine en soi, elle n'a pas de responsabilité, à vrai dire, puisque c'est une machine qui n'a pas de conscience. Comme je l'ai dit, c'est un miroir en fait. L'intelligence artificielle, c'est un miroir. Elle ne fait qu'amplifier le meilleur comme le pire de l'être humain. Et donc, c'est un peu ça. Donc, c'est aux hommes, en fait, c'est la chaîne de responsabilité humaine qui doit, en fait, répondre de tout blâme ou bien de tout ce qui peut arriver comme de façon négative par rapport à l'utilisation de l'IA. Mais c'est compliqué, hein? Parce que finalement, je me dis, à qui on accuse dans ça? À quelque part, on se plaignait que notre quotidien était difficile. Des humains comme nous, on réfléchit à des solutions pour faciliter le quotidien de tout chacun. Et dans ces solutions-là, les gens y trouvent encore la mort. C'est comme l'exemple de... Par exemple, je vais utiliser l'exemple d'un accident. Quand un accident survient, ce n'est pas la voiture qu'on envoie en prison, c'est le conducteur. Et c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Ce n'est pas l'IA qu'on va blâmer en fait, c'est la personne qui l'a utilisé, bien la personne qui l'a conçu. Voilà, c'est ça en fait. Oui. Sinon, quand même, en Europe, ils l'ont compris, hein, puisqu'ils ont tout dernièrement sorti une réglementation par rapport à ça, qu'ils ont appelé AI Act, si je ne me trompe pas. Oui. Et dans cette réglementation, ils disent que le concepteur ou est l'utilisateur, parce qu'il y a des cas, l'utilisateur et le concepteur sont en cause, et dans d'autres cas, le concepteur est en cause seulement. Wow. Et souvent, en parlant des questions de danger, il y a aussi la notion de vie privée, de liberté. Est-ce que l'intelligence artificielle respecte notre vie privée? Aujourd'hui, on parle de deepfake déjà. Donc, déjà même, je me dis, l'IA, c'est les données. Chaque jour, on transmet nos données à l'IA, que ce soit par les moteurs de recherche, que ce soit en faisant... Même les snaps qu'on fait là, c'est l'IA. Donc, je me dis, tous nos données là sont transmises à cette IA. C'est vrai, on dit que quand tu poses même la question à ChatGPT, il te dit que non, je n'utilise pas tes IA. C'est juste pour entraîner mon modèle. Sinon, si ça se gâte là, je vais supprimer. Mais derrière, ce n'est pas ça. Donc, vraiment, c'est ça qui peut fâcher et tout. Donc, actuellement, c'est compliqué, mais c'est très important quand même. Mais ça veut dire que je ne peux pas demander maintenant à ChatGPT de supprimer dans le monde toutes les données qu'il y a sur moi. Est-ce que c'est possible? C'est une requête aussi que je lui demande. Je pense que, pour ma part, je pense que généralement, les IA, avant même d'avoir accès à vos données, elles vous demandent la permission. Et donc, une fois que vous avez donné la permission... Les règles qu'on ne lit jamais. Merci là-bas. On ne les lit jamais, donc je ne sais pas comment. Les règles qu'on ne lit jamais. Je pense que vous avez la possibilité, en tout cas, de lui demander de supprimer vos données. Mais la question est de savoir, est-ce qu'elle le fait réellement? Il faut savoir que l'IA, tout ce que vous faites, tous les clics, souvent sur les téléphones, les gens utilisent l'IA sur le téléphone. Tout ce que vous faites, que ce soit les photos, les clics, les j'aime, tout ce que vous faites, l'IA emmagasine ces informations. Et c'est des informations qui sont à disposition. Et si les concepteurs de l'IA
sont peut-être des gens de mauvaises intentions, ils peuvent transformer votre intimité en produit commercial. Ou bien, ces informations même peuvent être revendues à peut-être des personnes avec des mauvaises intentions pour vous surveiller et pour vous suivre à la trace plutôt, Effectivement. etc. C'est assez délicat en fait. La question de la confidentialité des informations qui sont utilisées, c'est une question vraiment assez épineuse actuellement en termes de l'utilisation des IA. Et c'est une question qui mérite qu'on discute dessus. Parce que comme je l'ai dit tantôt, on ne s'est pas vraiment assis. Jusque-là, on a tellement été pris de court qu'on ne s'est pas vraiment assis pour réfléchir à comment est-ce qu'il faut réguler en fait les IA. Comment est-ce qu'il faut trouver des garde-fous, des lignes rouges qu'on va imposer lors de l'utilisation de l'IA pour vraiment éviter des problèmes à l'avenir. Et il y a besoin de le faire. Il y a besoin de le faire. Vraiment, je pense qu'il y a besoin de le faire. Et en parlant de ça aussi, qui doit le faire? Est-ce que c'est les organisations ou les entreprises, les compagnies qui sont à l'origine de la conception de ces IA, qui doivent réunir les pays pour le faire? Est-ce que c'est chaque pays qui va faire une régulation propre à quel genre d'IA j'accepte dans mon pays, etc. et tout? Mais ça, c'est de la responsabilité de qui en fait? Moi, je pense que c'est beaucoup plus de la responsabilité des gouvernants. Okay. Parce que déjà, c'est les gouvernants qui vont accepter qu'une IA, en tout cas, puisse, comment on appelle, être disponible dans le pays. Et quand ils savent que, en tout cas, quand après analyse, ils se rendent compte que cette IA qui est dans le pays, c'est une IA qui porte des biais. Parce qu'il faut aussi dire que l'IA, comme nous l'avons si bien dit depuis le début, c'est une machine. Et les informations qu'elle a, c'est les informations qu'elle traite. Si une IA est entraînée à des informations biaisées, qu'on appelle généralement biais algorithmiques, qui disent par exemple que les femmes ne doivent pas avoir accès à tel poste, c'est clair que l'IA va amplifier cette information et va donc amplifier la discrimination. Et donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et donc, c'est les autorités, en tout cas, de par le fait d'être alerte, voilà, le fait d'être alerte sur tout ça là, qui va permettre vraiment de réguler ça et d'avoir en tout cas des garde-fous pour ces IA là. C'est très très important. Et au-delà de ça, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est, je pense que vous l'avez dit, c'est de bien l'utiliser. Maintenant, comment on l'utilise bien? Qu'est-ce qu'on fait dans nos quotidiens qui sont des signes d'une mauvaise utilisation? Là est la question. Hein. Déjà, donner toutes les informations sur nous à l'IA, comment je m'appelle, quelle école je vais, etc. Parce que l'IA utilise vos données. Vous pouvez être retracé facilement avec les données de l'IA. Donc vraiment, ça sera bien utiliser l'IA. Mais bien utiliser l'IA aussi. Oh, personne ne nous montre comment on utilise l'IA. Ils amènent ça comme ça. Nous aussi, on est là. Mais je pense que on devrait faire l'effort quand même d'aller à l'information. Parce qu'aujourd'hui, même déjà, qu'on parle d'IA là, bon, dans 90% des tests, c'est seulement ChatGPT. Oh, c'est pas seulement ChatGPT. Il y a tellement d'IA. On ne peut même plus compter. Donc vraiment, ça sera une question de déjà aller à l'information. Savoir quelles données ne pas partager. Tu ne peux pas prendre les données de ton entreprise, donner à l'IA. Et si jamais on pirate ton compte, tu vas faire comment? Tu vas aller en prison. Donc vraiment, ça sera vraiment une question de savoir quelles données donner à l'IA et s'informer. Politique de confidentialité aussi dont on parle là. Arrêtez de seulement cocher. Il faut lire. Mais c'est eux aussi, ils auraient pu simplifier cela. Mais tout le temps, ils écrivent quelque chose qui est trop beaucoup comme ça en minuscule. Je dis non, quand je ne veux pas, j'ai besoin de ça. Je vais cocher. Pour d'ailleurs prouver que l'IA est indispensable, les politiques de confidentialité, là, on peut faire recours à l'IA pour les simplifier. Ah oui, c'est pas faux. On copie et puis on colle, on lui Voilà, demande. et on lui demande de simplifier pour avoir les informations saillantes. Voilà. Et aussi, on a parlé aujourd'hui des questions de responsabilité, des questions de limites. Comment vous pensez qu'aujourd'hui, on peut mettre des limites à ce que l'intelligence artificielle peut faire ou pas? Je pense que les limites, comme je l'avais dit tantôt, c'est beaucoup plus les autorités de chaque pays qui pourront les imposer. Parce que l'IA, l'objectif de l'IA actuellement, c'est d'être démocratisé. C'est d'ailleurs pourquoi c'est gratuit pour la plupart. C'est en fait de démocratiser la connaissance, de démocratiser
l'intelligence artificielle, de faire en sorte que tout le monde puisse y avoir accès. Maintenant, c'est l'utilisation qui pose problème. Et il faut dire que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas vraiment son utilisation. Je vais vous raconter une autre anecdote. Et très récemment, en tout cas tout récemment, aux États-Unis, il y avait un jeune homme qui apparemment aurait écrit sur ChatGPT qu'il voulait tuer un de ses camarades. Et la police est tombée chez lui. C'est pour dire que tout ce que vous envoyez sur ChatGPT, c'est des informations qui sont traitées et qui seront peut-être envoyées à qui de droit au moment opportun. Donc, il faut véritablement faire attention à tout ça. Actuellement, là, même on a l'impression qu'on ne vit plus. On est surveillé de partout, de partout, de partout. Ouais, même tu discutes avec IA, il court, il envoie ça à la police pour qu'on vienne te chercher. J'ai lu l'histoire là, ça m'a fait mal. Ouais. Vrai, ça m'a fait mal. Alors, en tout cas, on espère qu'il aura un accompagnement psychologique assez important. Apparemment, c'était un prank. Hein. Oui, en fait, c'est ça la question. Mais... je pense que beaucoup de personnes ont relayé ça. C'était un peu pour s'amuser, pour voir qu'est-ce qu'on... Moi-même, je me dis que bon, j'avoue que j'aurais pu faire cette demande pour qu'on me dise peut-être qu'est-ce qui peut te tuer ou pas. Et puis voilà. Sauf que l'IA n'a pas de considération. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de vos ressentis. Il ne maîtrise pas le contexte humain. Lui ne sait pas que ce qu'on appelle prank. Vous passez par peut-être une période de dépression. Non, lui, il ne connaît pas ça. Ce que vous lui donnez, c'est ce qu'il traite en fait. Mais de l'autre côté, je me dis aussi que si c'est que ça pourrait aider des personnes à reconnaître des prodromes, des signes de dépression chez les gens, pour qu'on puisse réagir vite et limiter le suicide, on sera content. Oui, et je pense que ça fera beaucoup de bien pour les gens. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, on l'a dit, qu'il faut une meilleure collaboration entre l'humain et la machine et s'assurer que l'humain ait toujours ce œil-là sur tout ce que la machine est en train de faire. Alors comment rendre cela possible? Est-ce que c'est au niveau des conceptions qu'on s'assure à ce qu'il y ait toujours ce regard humain? Le mot d'ordre, c'est éthique, sécurité et responsabilité humaine. Sécurité et éthique. Pourquoi? Alors, il faut vraiment, véritablement, que pour les concepteurs, ils vérifient les tests. Parce que l'IA passe forcément par les tests. Ils vérifient que, oui, quand ça sera lancé sur le marché, il n'y aura pas des dysfonctionnements, etc. Responsabilité humaine. Pourquoi? Parce que l'humain doit savoir utiliser l'IA, qu'on le veuille ou pas. Et tout d'utilisation ou qu'on parle d'intelligence artificielle, l'humain doit être au centre. Si on ne veut pas de décalage, en fait. Donc vraiment, ça sera ces mots d'ordre: responsabilité humaine, sécurité et éthique. C'est très important. C'est très, très important. En tout cas, ce fut un débat très, très enrichissant. On me souffle dans l'oreille que c'est comme ça qu'on a dépassé le temps. C'est pas grave. Je n'ai même pas remarqué qu'on a même dépassé le temps. C'était très intéressant. Alors, très rapidement, quels sont les conseils que vous aimeriez donner à des jeunes pour une utilisation efficiente de ces outils? Le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est d'aller à l'information. Parce que l'information, c'est le pouvoir en fait. L'intelligence artificielle, c'est un outil à disposition. C'est un outil qui est à notre disposition. Mais il faut aller à l'information de comment savoir l'utiliser et de savoir dans quel contexte en fait il faut l'utiliser. Parce que si on ne sait pas l'utiliser, on risque d'avoir le contraire de ce qu'on cherche en fait. Et donc c'est ça. Il faut vraiment aller à l'information, il faut se former, il faut se poser les questions. Il ne faut pas que l'IA se substitue à notre capacité de réflexion. Au contraire, il faut que l'IA puisse accompagner notre capacité de réflexion, notre esprit critique, notre créativité et notre capacité à résoudre des problèmes. C'est ça même qui fait la différence en fait. D'accord. Merci beaucoup Ashraf. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, Farida. Je pense que Ashraf a tout dit. Il a tout dit, mais avant de ressortir ici, je dirais... Actuellement, je pense qu'il y a quelqu'un qui va se dire que je vais aller demander à ChatGPT si tout ce qu'ils ont dit ici, là, est-ce que c'est vrai? Donc vraiment, arrêtez de donner tout à ChatGPT, qu'il soit votre... Il peut vous donner des conseils, on ne refuse pas. Mais ne suivez pas à la lettre, en fait, ce que Chat vous dit. Vous-même, votre esprit critique, comme le dit Ashraf, votre esprit critique, allez à l'information, chercher, utilisez même l'intelligence artificielle là pour vous booster. Aujourd'hui, les gens sont devenus riches grâce à l'intelligence artificielle. Donc, vraiment, savoir l'utiliser et
ça va aller. Ça va aller, forcément. En tout cas, merci beaucoup Farida, merci Ashraf. Ce fut vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Nous espérons que vous nous avez suivis avec intérêt. Et nous savons que vous irez demander à ChatGPT si nous avons dit la vérité. Mais retenez que l'intelligence artificielle n'est pas une mauvaise chose en soi. À travers cette émission, vous avez compris à tel point c'est un miroir, c'est un reflet de nos choix, de nos valeurs, de nos émotions. Et malgré tout, il y a des défis complexes qu'il faut en tenir compte. Notamment comment encadrer son utilisation sans freiner l'innovation, comment garantir l'éthique sans bloquer les progrès et comment surtout il faut protéger les citoyens. On a parlé aussi de la responsabilité de nos États afin de pouvoir assurer une réglementation certaine. Nous savons tous que l'intelligence artificielle construit le monde de demain, mais c'est à nous, en tant qu'êtres humains, de décider quel monde nous voulons construire, quel monde nous voulons laisser pour nos enfants et surtout pour la génération à venir. Prenez soin de vous, utilisez sciemment et à bon escient l'intelligence artificielle et devenez de meilleures personnes que vous voulez être. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur les programmes de votre chaîne santé.